Instant de la chronique économique. Bonjour François-Xavier Noumou. Bonjour Lali Sossou, bonjour Gilles Bonjour. Kachidi, Bonjour bonjour chers François-Xavier amis Noumou. téléspectateurs. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes là donc pour nous aider à mieux comprendre la ratification du traité donc de la zone de libre-échange continentale. Le Bénin qui a dit oui, tel lors d'une union entre deux amoureux à l'occasion du sommet de l'Union africaine. Oui, je vais préciser tout de suite, il n'y a pas eu de ratification. Je pense que le Bénin a juste signé. D'accord. À la date d'aujourd'hui, il y a Oui. qu'environ 32 pays qui ont ratifié le traité, parce que la ratification vient après la signature. Donc, D'accord. chez nous, c'est ça une devrait première passer. étape. Voilà, ça devrait Ok. passer par l'Assemblée nationale. Hmm. L'Assemblée nationale devrait se saisir du dossier D'accord. et le ratifier. Merci. Xavier. Voilà. Donc, c'est le Nigeria et le Bénin qui sont venus compléter la liste des pays Qui ont sur le signé. continent qui ont signé la zone, qui ont adhéré officiellement à la zone de libre-échange continental. Il reste uniquement l'Érythrée qui a un système économique un peu, on va dire pour le moment incompatible avec cette zone de libre-échange, mais qui s'est mise en tête de faire les efforts qu'il faut pour rejoindre cette zone de libre-échange. Alors de quoi parle-t-on très concrètement? Une zone de libre-échange, comme l'acronyme l'indique, c'est d'abord des échanges. D'abord, c'est pouvoir arriver à faire du commerce ensemble. Si vous prenez les grands ensembles, potentiellement l'Afrique, c'est bientôt plus d'1 milliard d'habitants, donc c'est colossal. Si vous comparez ça à l'Europe qui est autour d'un peu moins de 400 millions d'habitants, autour de 300 millions d'habitants, ça veut dire que la population de l'Europe peu ou prou se rapporte à la population de la CEDEAO, par exemple. Donc, déjà, nous avons la démographie qui est à notre avantage. Maintenant, il s'agit de faire du commerce ensemble. Parce que quand on regarde le taux de commerce intra-africain, par exemple, à l'échelle du continent, ça ne dépasse pas 20%. Alors qu'on est en Europe autour de 80%, sur le continent nord-américain, pratiquement le même taux. En Asie du Sud-Est, un peu moins. Donc, c'est pour aller à l'essentiel, c'est seulement les Africains qui ne savent pas faire du commerce entre eux. Alors, depuis le 19e siècle, on sait que le bien-être des hommes et des femmes sont liés à la capacité de faire des échanges, à la capacité de créer de la richesse, à la capacité de créer de la valeur ajoutée. Donc, il s'imposait la nécessité d'aller vers plus d'intégration. Il faut dire que si vous prenez tous les ensembles sous-régionaux sur le continent, on pourrait dire que la CEDEAO en Afrique de l'Ouest est le système d'intégration le plus abouti. D'ailleurs, on parle de monnaie unique dans notre sous-espace régional d'ici 2020. Donc ça procède de la même intention, c'est-à-dire apprendre, essayer de faire du commerce, plus d'échanger beaucoup plus à l'échelle continentale. Mais ça suppose des efforts colossaux de la part des pays membres. Parce que ce à quoi on pense tout de suite quand on parle de zone de libre-échange, c'est les barrières douanières. Parce que si vous avez du coton à exporter, et si vous ne pouvez pas exporter du coton du Bénin au Nigeria par exemple, et que le Nigeria vous impose autant de taxes qu'il imposerait à un importateur nigérian qui importerait ce même produit d'Europe, donc ça crée un problème. C'est pouvoir bénéficier de la proximité géographique, de la proximité linguistique, pour pouvoir pour pouvoir coproduire de la richesse. C'est la base de cette zone de libre-échange. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les économies africaines indistinctement, on fait beaucoup plus d'échanges et de commerce avec l'Europe, les États-Unis, qu'entre nous-mêmes. Quand vous prenez la CEDEAO, on va dire autour de 14% de commerce dans notre zone, alors qu'on a une mastodonte, un marché de plus de, selon le FMI, de 194 millions d'habitants à côté de chez nous. Donc, il importe de sauter ces barrières-là et de pouvoir ouvrir le champ des possibles à l'échelle du continent. L'autre exemple, par exemple, quand vous prenez le transport, il est parfois plus facile pour des commerçants, pour des hommes d'affaires, pour des diplomates, de rallier d'autres capitales africaines par le hub de Paris ou de Bruxelles que de faire un direct. Pour aller en Éthiopie, par exemple, obligatoirement, vous avez 90% de chances, en quittant Cotonou, de passer par Paris ou Bruxelles.
Disons que Ethiopian Airlines, pour ne pas faire de la publicité, essaie de développer des vols directs, mais à l'échelle du continent, à 90%, si vous voulez changer, vous voulez aller en Afrique centrale par exemple, vous voulez aller en Afrique de l'Est, vous avez beaucoup plus de chances de passer par l'Europe avant de rallier. Ce sont de petits indicateurs qui démontrent en fait le gap qui nous sépare encore d'une intégration réussie et d'un ensemble économique qui pourrait donner le change aux autres ensembles, puisque vous voyez l'Union européenne qui est assez intégrée. Vous avez une autre zone de libre-échange en Amérique du Nord, l'ALENA, qui regroupe les États-Unis, le Canada, le Mexique, qui permet à ces ensembles-là de peser lourd dans les grandes tractations à l'échelle mondiale et de pouvoir faire du commerce entre eux et de pouvoir développer leur peuple. Donc, au-delà de la signature, au-delà de ce qui s'est fait symboliquement au Niger, maintenant on est dans le vif du sujet. Oui. Le vif du sujet, on planifie l'entrée en vigueur très concrètement de la zone de libre-échange au 1er juillet 2020, même s'il y a beaucoup de sceptiques, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la question fondamentalement des barrières tarifaires. Et déjà, certains groupes de pays ont demandé à ce qu'on leur permette de garder leurs tarifs tels quels pendant 15 ans. D'autres ont réclamé qu'on puisse leur compenser ce qu'ils perdent ce qu'ils perdraient en adhérant à cette zone de libre-échange et en adhérant à une harmonisation des tarifs douaniers, qui est un fonds qui puisse leur permettre d'être dédommagés en attendant, parce que la réalité fait qu'un pays comme le nôtre, par exemple, vit en grande partie des recettes douanières, que ce soit le port, aux frontières, ainsi de suite. Donc, aller vers une zone de libre-échange, oui, mais si vous, dès le départ, vous vous privez d'une bonne partie de vos revenus, ça peut devenir un problème. Et c'est la même chose en Afrique de l'Ouest. On l'a observé plusieurs fois. Il y a la libre circulation des biens et des personnes. Dans notre sous-région, en temps normal, il n'y a pas l'harmonisation des tarifs douaniers. Vous savez, le tarif extérieur commun qui existe depuis belle lurette n'a pas pu être appliqué comme cela devrait, parce que la plupart des pays de la sous-région, à part le Nigeria peut-être, tirent leurs revenus des recettes douanières. Oui. Donc, il y a encore un travail d'harmonisation à faire à tous les niveaux, au niveau des transports, au niveau de la libre circulation des biens des personnes. Il a été question de créer un passeport unique. Oui. Une bonne partie des pays se sont engagés pour le faire, mais à la date d'aujourd'hui, c'est seulement le Rwanda qui a ratifié. Et qui a ratifié le Rwanda, sur le seul pays sur tout le continent qui a ratifié cette exigence de passeport unique pour pouvoir permettre à tout comme l'espace Schengen en Europe, pouvoir permettre à tout le monde de circuler. Ça veut dire encore que à la date d'aujourd'hui, beaucoup de pays sont encore campés sur leur position, et donc on ira de tractation en tractation. On a un secrétariat général qui est localisé au Ghana, qui est doté d'un fonds de 10 millions de dollars qui sera prélevé sur le budget de l'Union africaine. Les questions qui se posent pour le moment et qui donnent du gré à moudre aux sceptiques, c'est que on n'a pas encore, concrètement, on ne sait pas encore comment ce sera financé pour la mise en place concrète de la zone de libre-échange. Donc il y a encore beaucoup de questions à aborder. Mais les chefs d'État ont mis en place grosso modo 5 instruments. Oui, la liste 5 instruments opérationnels qui devraient permettre de concrétiser la zone de libre-échange économique. Ça va de la liste de concessions tarifaires dans le commerce des biens, des règles d'origine, c'est-à-dire que chaque pays définit les produits qu'il veut protéger. Le mécanisme de surveillance en ligne de l'élimination des barrières non tarifaires, de la plateforme panafricaine de paiement et de règlement numérique, et de l'Observatoire africain du commerce. Et pour finir, là, pour le moment, pour pouvoir traiter de ces questions, il y aura un conseil des ministres qui sera formé des ministres de commerce de tous les pays adhérents, et qui vont se réunir 2 fois par an pour pouvoir travailler très concrètement sur les dossiers pouvant nous amener à concrétiser cette zone de libre-échange. Donc, pour résumer, on est à l'origine, au début de cette séquence. Maintenant, il faut travailler pour pouvoir concrétiser, pour que ce vieux rêve panafricain soit concret, réalisé d'ici quelques années.